Bonjour, ici LT Survival. Ce soir, on va faire une révision, pas une critique, là, mais une analyse un peu du show Alone, la saison 2, okay, sur History en anglais. Je ne sais pas s'ils vont être disponibles éventuellement sur History francophone, mais c'est un show qui est à suivre. Pour ceux qui aiment un peu la survie, je vais revenir là-dessus après la pause. Bon, comme je mentionnais au début du vidéo, c'est pas une critique sur la série Alone. C'est une de mes deux scènes de mon appréciation de la série. Le contexte dans lequel les gens sont déployés là, dans la série Alone, c'est un contexte où ils doivent partir à partir d'une liste d'équipements très restreinte. Ils vont choisir 10 systèmes majeurs. Ça, c'est à part des 2 paires de bas, des culottes qui ont le droit d'apporter, le sleeping bag qui ont le droit d'apporter, les choses comme ça. Dans les 10 systèmes, il semble avoir une tendance, en tout cas ceux qu'on a vus depuis le début, à apporter les rations, les items de ration. Je pense que c'est un 2 kg, c'est des produits secs, des fèves ou des noix, là, quelque chose de nutritif qu'ils apportent. Ce qui va leur permettre de démarrer leur survie sans avoir à tout faire en même temps. Ce qui n'est pas mauvais, là, qui est une stratégie qui se comprend très bien. Même moi, quand je pars dans le bois, j'ai toujours une barre nutritive ou quelque chose pour pallier si j'ai un besoin là, en cours de route. Je ne pars pas tout le temps avec des repas préparés ou avec mon poêle, mais des fois, juste cette barre-là peut nous permettre de passer au travers d'un temps. Je vais essayer d'analyser un peu leur processus puis la façon dont ils se débrouillent, mais sans aller dans le il aurait dû faire ça, puis il aurait dû avoir un gun, ça n'arrivera pas parce que il y a des choses qui ne sont pas permises dans le show, puis ils ne peuvent pas utiliser l'équipement cinématographique pour partir un feu, par exemple la batterie, ou utiliser le téléphone satellite là, à leur guise, ils ne peuvent pas. Fait que s'ils utilisent le téléphone satellite, c'est plus pousser un bouton pour dire ben venez me chercher parce que ça va mal. On ne sait pas c'est quoi l'ensemble de la liste, mais on sait qu'est-ce qu'ils amènent. En tout cas, on le découvre en cours de route. Certains amènent des haches, certains amènent 3 tarps, certains amènent de la nourriture, d'autres vont amener un sleeping bag en 2 morceaux. On va le découvrir au feu. Il y a eu quelques vidéos qui ont été faites pour les 10 systèmes là, que les gens voulaient amener. Et comme je disais, les armes ne sont pas permises sur l'île de Vancouver, donc pas de slingbow, pas d'armes à feu. C'est pas les lois qui sont pareilles comme aux États-Unis. Là. Les armes à feu sont pas permises. Fait que pour se défendre d'un ours, ben, ils ont quelques items. Une corne de brume, là, une corne à air comprimé, des flares, puis leur voix et leur présence, fait que c'est à peu près tout ce qu'ils vont avoir pour se défendre là, de la présence d'ours. On va en voir qui vont les utiliser. Je dois dire que j'ai apprécié cette année, le début de la série de cette année, plus que celle de l'année passée. L'année passée, il me semblait, où les gars, parce que c'était juste des gars, cette année il y a 3 filles. Cette année, on a des contestants là, un petit peu plus férus, un petit peu plus, ou du moins qui semblent être un petit peu plus adaptés à leur milieu. Je ne veux pas dire que les autres n'étaient pas capables. Là, il y avait Joe Robinette qui semblait avoir tout ce qu'il fallait jusqu'à temps qu'il perde sa ferrorod, là, ce qui est complètement dramatique. Ça fait qu'on voit qu'ils avaient préparé leur chose là, pour affronter là, un petit peu plus Vancouver Island. Juste pour passer au travers, je vais nommer les prénoms là, des différents compétiteurs. Là. José, qui est un Espagnol d'origine, mais
qui vit au Yukon, le seul représentant canadien. Il y a Nicole, qui est une femme de Portland, Oregon. Randy Champagne, qui était Flagstaff, Arizona. Mary Kate, elle est funny. Fait beaucoup de métiers extérieurs, là, combat des incendies en forêt, là, fire jumper, là, choses comme ça. De Homer en Alaska. Mike. Mike est un des gars qui est plus confortable, je pense, dans tous les épisodes. On le voit un peu plus tard, il est plus établi. Ensuite, David McIntyre de Kenwood, Michigan. Justin d'Augusta. Larry Roberts, qui est un YouTuber assez connu, qui fait des vidéos. Plusieurs d'entre eux autres, c'est des anciens militaires. Tracy, qui est une femme de Aiken, travaillé dans la police ou law enforcement, là, et le militaire. Et Desmond, qui est aussi un militaire. Donc, il y a plusieurs des Mike, Desmond, Tracy, I think David, ok. Ils sont tous des anciens militaires ou qui ont eu un passage au travers du militaire. Là, pas que l'avantage d'être militaire est là, c'est que le militaire vous oblige à être fort mentalement, si je peux m'exprimer ainsi, là, ce qui peut faciliter votre adaptation à une situation de survie. Donc, 2 épisodes. La première qui est le titre, c'est Onto the Breach, là, dans l'ouverture, qui va... il y a une phrase qu'ils mettent au début de chaque épisode là, qui exprime là, que l'émotion la plus forte par l'homme est la peur, et c'est la plus vieille des émotions. La peur de n'importe quoi, la peur de l'inconnu. Et puis c'est vraiment sur ça que le premier épisode se centre. Donc vraiment sur la peur, qui est un des 7 ennemis de la survie. On va en voir plusieurs à date. Là. Dans les premiers épisodes, on n'en voit que 2, mais on va en voir pareil. Et on commence off the bat avec Desmond, celui qui est un peu surconfiant et qui rencontre la peur. Tu sais, au début, il était très confiant, puis il y avait ah non, tu n'auras pas de problème, moi, il va faire peur aux ours. T'sais. Puis quand il commence à croiser les traces des ours, des déjections là, des ours partout dans son territoire, je pense qu'il a pogné le territoire qui était le plus proche des ours. Parlant de territoire, ça, c'est une chose qu'il faut mentionner, c'est que les contestants ont ri. Les territoires ne sont pas attribués en fonction des capacités des compétiteurs, mais bien par un tirage. Donc, c'est de la loc pure et simple pour obtenir un terrain. Fait qu'il y en a un qui se ramasse, il est dans une montagne, l'autre est sur une plage idyllique et l'autre est dans les ours. Fait que c'est le même que ça arrive et c'est le même que ça va être. Je vais passer au travers de l'épisode complet pour chacun parce que je ne peux pas passer dans le même ordre. Donc Desmond, lui, c'est lui qui va lutter le plus contre la peur. Tout de suite en partant, il voit qu'il y a des traces d'ours, puis que il commence à être inquiet. Quasiment au début, là, tout de suite, tu vois là, qu'il il y a des traces d'eau, ouais, c'est moins drôle. Là. Je trouve qu'il y en a pas mal. Là, puis, après ça, il dit c'est bizarre, hein, cette forêt-là est bizarre. Hein, c'est bizarre, je la sens pas. Et puis, il explique très bien qu'est-ce qu'il doit faire pour se protéger des ours, mettre sa nourriture en sécurité ailleurs, puis ne pas s'organiser pour qu'elle soit directement dans le campement et tout ça. Fait que il sait quoi faire, mais quand il entend les ours interagir entre eux autres, ça commence à être un peu beaucoup. Puis à un moment donné, il en trouve encore des déjections, puis il y a les 2 pieds dedans, puis des gros bruits, puis la forêt qui atroce pas, puis tout ça. Fait que la peur a vraiment monté à son niveau, il a vraiment monté le niveau de la peur, et puis ça a été... c'était le signe, là, tu voyais tout de suite là, que quand tu le suivais, que
son niveau de peur montait et puis que sa confiance descendait. Inévitablement, il a franchi le threshold à un moment donné. Et puis, on pouvait dire à un moment donné, ah non, il ne faut pas ça, taper out, là. Mais à un moment donné, il s'est dit, ah non, il faut que je sorte d'ici. Puis quand il a dit ça, ben, on voyait là, que la peur venait de passer le raisonnement et puis qu'il n'y a pas eu beaucoup de luck non plus dans son site. Il est tombé dans probablement ce qui avait le plus peur, là. Puis c'était un peu trop. Fait que, à la fin de la première épisode, on voit Desmond taper out. Puis au début, on pensait qu'il allait recommencer parce qu'il est sur la plage puis il coupe du bois, mais il attend juste le rescue puis il a bien hâte de sortir de là. Puis effectivement, il sort puis c'est tout. Larry. Larry, Larry Roberts qu'on connaît parce qu'il est sur YouTube. Il a eu probablement la pire location, la pire zone qu'il pouvait avoir. Il est dans une petite baie avec une source d'eau qui est à côté du seul terrain plat de son area. Fait que c'est là qu'il va faire sa première tente. Il sait que le cours d'eau peut déborder n'importe quel moment. Et il n'est pas content. Il est vraiment pas content. Il se trouve colon même d'avoir monté sa tente là en premier. Et puis il va un petit peu sacré quand il va explorer son environnement parce qu'il est dans, comme on appelle au Québec, là, de la fardoche, des branches entremêlées, puis il faut quasiment qu'il se ferait un passage. Il est dans des côtes à pic. Et puis, vraiment, là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de difficultés à se déplacer. Il reçoit des branches dans les yeux. On dirait qu'il les attire toutes, les catastrophes. Fait que il perd vraiment patience, puis il blast out. Là. Il crie son impatience, puis il l'exprime. Bon, ça a des avantages comme ça a des inconvénients. L'avantage que ça a, par exemple, il ne la garde pas en dedans, il ne la refoule pas, ce qui fait qu'il l'exprime. 2, il vocalise suffisamment fort pour que les animaux sachent qu'il est là et puis qu'il se tasse de là. Donc ça aussi, c'est un avantage. Il est mouillé. Ben, il est mouillé parce qu'il mouille à tour de bras. Et puis, il n'aime pas son premier shelter. Il sait que il va être obligé de changer de place. Puis inévitablement, les animaux sont passés sur son site là, la deuxième nuit. Fait qu'on on entend les animaux, puis on l'entend vocaliser. Là. Donc, lui aussi, mais il semble quand même bien parti, là, sans trop de difficultés là, au niveau de ça. Mary-Kate, ça c'est probablement la plus fun. La plus fun dans le sens qu'elle prend ça très easy, puis elle parle beaucoup à la caméra, puis elle interagit avec la caméra. Tout de suite en partant, quand elle a débarqué du float plane, là, de l'hydravion, les 2 pieds dans l'eau, puis elle a mal jugé, c'est au lieu d'aller au bout du float plane, là, elle a carrément sauté à côté de la porte, puis il y avait plus d'eau que la hauteur de ses bottes, ce qui fait qu'elle les a remplies. Fait que ses bonnes bottes pour la garder au chaud, ben elles sont toutes trempées. Et essayez un peu pour ça. Puis tu l'entends aussi qu'elle commence à se sentir toute seule. Loneliness, là, qui est le deuxième ennemi, là, la solitude, là, qui est le deuxième ennemi de la survie. Tu l'entends qu'elle l'exprime. Mes enfants me manquent déjà et tout ça. Par contre, elle semble prête pour le challenge, puis quand elle arrive elle, sur le terrain, ben il mouille. Tout son stock est un peu mouillé, ce qui fait qu'elle fait un shelter, mais elle le fait vraiment là, rapidement, puis elle se dit, je vais être correct, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est que l'eau va finir par rentrer dans la première nuit, ce qui fait qu'elle va mouiller un peu son sleeping bag qui est en plume, et puis ça, c'est dur à sécher, là. Fait que beaucoup de son stock vient mouiller vite. Fait qu'il a fallu qu'elle reconstruise au complet son shelter. Elle a changé de place. Elle a refait ce shelter. Puis elle s'est mis une pièce de toile là, pour faire comme un bateau là, en dedans. Une deuxième tarp. Pour pouvoir faire un bateau en dedans. Pour pouvoir vraiment s'isoler du sol et ne pas se ramasser avec un sleeping bag mouillé plus qu'il est là. Fait que ça va bien. Le deuxième épisode, on va voir comment elle se débrouille. Tracy. Tracy, c'est probablement
la survivaliste, si je peux dire, la moins évidente. Un petit peu plus ronde que toutes les autres, a de l'air moins en forme. Mais c'est une allure qui est deceiving, qu'on dit en anglais, là, qui est un peu trompeuse. C'est elle qui semble confiante. Elle a un bon shelter la première nuit. Tout de suite, elle a une zone dans laquelle elle s'installe rapidement. Et ça va vraiment là, bien la servir, là, où elle va avoir un abri dans lequel elle va être confortable, puis elle va avoir tout ce qu'il lui faut, un bon feu, puis elle va se faire de l'eau et compagnie. Donc, tu vois que dans les premiers 5 jours, peut-être, là, ça va très bien, puis elle filme occasionnellement, puis elle a des petits visiteurs, des ours là, qui viennent la voir. Une des particularités de son site, c'est que son site, c'est une plage avec plein de mussels, là, plein de moules bleus, là, puis de bivalves, là, qui pourrait être une source de nourriture là, assez incroyable, puis facile. Malheureusement, il y a eu des marées rouges, là, les red tides sur la côte ouest, qui rend les mollusques empoisonnés, ce qui fait qu'elle ne peut pas en manger. Fait qu'elle a plein de nourriture rendue des pieds, puis elle ne peut pas en manger, pas un morceau. Fait que elle est obligée de faire avec, puis de dire, ben, regarde, on va être obligé de trouver une autre source. Fait que elle a eu de la visite des ours aussi, dans les premières nuits. Excusez. Donc, deuxième épisode de Knife's Edge, le fil du couteau. Là. La passion et l'aventure étant le fil conducteur de ce qui fait qu'on va explorer. C'est l'expression qu'il utilise là, dans l'épisode. On commence tout de suite avec Mary-Kate au début. Après son expérience d'avoir été mouillée, elle essaye de se sécher, donc elle va se faire un fire shelter qu'elle appelle un abri pour le feu. C'est une grande toile qu'on met, puis on rend une zone étanche, on fait le feu en dessous, et puis ça nous permet de sécher des choses et puis d'entreposer du bois. Donc on ne pouvait pas être lazy, là, juste enrouler ça dans la terre puis penser que ça allait survivre. Ce qui est arrivé le premier soir, ben, c'est que tout est devenu mouillé. Ce qui fait que elle a corrigé ça. Elle a amélioré son shelter lui-même là, en faisant une porte pour pouvoir améliorer son confort, garder l'eau à l'extérieur puis utiliser l'espace au complet. On la voit se rendre jusqu'à la journée 7. Le deuxième épisode de la série, c'est entre la journée 5 et 7. Là. Et puis, on voit qu'elle utilise une photo recto verso de ses enfants, donc un enfant sur chaque côté, et qu'elle vire à chaque journée pour pouvoir se motiver, garder le moral. Pendant que la 7e journée, pendant qu'elle travaille sur son shelter, son fire shelter, là, elle travaille à fendre du bois avec une hache. Et la méthode qu'elle a utilisée, ben, c'est de tenir la pièce de bois et de frapper avec la hache. Et ce qui devait arriver est arrivé. La hache a bondi, puis elle a frappé dans sa main. Donc vraiment, c'est coupé avec la hache. Pas une hache qui n'est pas aiguisée, probablement qui était fraîche aiguisée. Ça a tailladé la peau tout de suite. Puis on la voit se poser de grosses questions, savoir si elle est capable d'utiliser son pouce ou pas. Elle sort hors champ, puis on la perd là. Ça, c'est le genre d'incident là, qui peut être dévastateur là, dans ta survie. Là. Moi, j'ai vu l'épisode 3, mais malgré tout, tout de suite à la fin de l'épisode 2, quand j'ai vu la première fois, parce que je les ai réécoutés 2 fois là, pour pouvoir faire l'analyse, là, je me suis dit, si elle n'est pas capable de réparer ça rapidement là, avec la trousse de premiers soins qu'ils ont tous, là, ou que c'est endommagé beaucoup plus profond que ça n'a de l'air, parce qu'on voyait qu'un petit tape là, avec la hache, là, puis on se demande si elle s'est juste coupé un peu la peau, ben ça l'a enfoncé solide. Puis on a un indice par le fait qu'elle dit qu'elle peut bouger son pouce. Là. C'est le genre d'incident, tu as besoin de tes 2 mains pour survivre, là, ça va pas mal mieux. Si tu es pas capable de la réparer puis de la rendre au moins fonctionnelle, ne serait-ce que pas parfaitement, mais au moins si elle était fonctionnelle, c'est pas pire. Tu peux tenir de quoi ou tu peux faire de quoi. Au moins, tu as besoin de tes 2 mains, tu veux faire du feu, il faut que tu tiennes avec quelque chose, tu fasses avec l'autre. Donc, c'est le genre d'incident là, qui peut ruiner tes chances de survie. Donc, ça va être difficile pour elle là, de passer. Elle semble un petit peu paniquée aussi par le fait qu'elle s'est coupée. Donc,
son état émotionnel n'est pas pour l'aider non plus. Un peu de choc peut-être, je pense elle a entré en choc un peu. Choc, surprise d'être ça, puis l'état de choc là, où est-ce que la coupure vient empêcher le bon fonctionnement des organes vitaux. Fait que, pas médecin, là, puis, mais par expérience, je peux vous dire que l'état dans lequel elle était quand elle s'est déplacée me laisse à croire que probablement elle va taper out. Même avant que je vois l'autre épisode, c'était ma première pensée. Je dis, ça ne peut pas se réparer, elle va taper out. C'est quasiment impensable d'être capable de continuer les épisodes de même. Mauvaise technique, oui. Peux-tu y reprocher? Non. Est-ce que j'aurais fait pareil? Probablement. Puis je me serais probablement coupé aussi. C'est une des raisons que j'aime pas les haches. Je préfère une machette parce que je ne frapperais pas la planche avec une machette comme ça. J'utiliserais l'autre méthode, mettre mes doigts le plus loin possible puis taper le bout de la machette pour qu'il rentre dans le bois, puis ensuite fendre le bois, ou carrément utiliser la technique de bâtonnage là, que moi j'affectionne particulièrement parce que je trouve que elle garde mes doigts ailleurs que sous le tranchant, ce qui fait que ça me permet de me sauver des coupures. Fait que je pense, pas à critiquer, mais c'est la meilleure méthode pour fendre du bois. Moi, je vois le bâtonnage comme étant un outil. Là. Si ton couteau a été conçu pour pouvoir le faire, je prendrais la chance, quitte à le péter, là, de l'utiliser là, de même. Là. Même des bons rois ils réussissent à faire du bâtonnage. Je ne dis pas que je le ferai sur toutes les pièces de bois, mais quand je descendrai en bas de la grosseur de ma main, je descendrai là, au bâtonnage au lieu de refendre avec une hache ou utiliser une autre technique comme celle qu'on éloigne la tête de la hache de nos doigts, puis on frappe sur la souche à la place avec les deux. Plus sécuritaire. C'est sûr, elle était fatiguée, c'est la 7e journée. Elle avait probablement mal dormi fait que, tous les jours, ce qui fait que ça l'amène malheureusement à faire des erreurs. Justin. On n'a pas vu beaucoup de Justin, Mike, Randy puis David dans les premiers jours. On va les voir dans la 2e puis les épisodes subséquents. Il semble s'être installé pas mal plus off-camera, comme on dit, que les autres. Justin, on voit qu'il commence à filmer probablement quand il fait plus beau. Il est en train de faire du repérage de son auréole. Parce que dans sa philosophie, un ancien militaire applique un peu la même technique. Beaucoup de militaires là, qui sont des anciens, soit qui ont travaillé là-dedans ou qui ont développé un amour pour la forêt par après. Justin, lui, va vraiment là, dire, regarde, si j'explore pas mon terrain, je peux pas savoir qu'est-ce que j'ai, est-ce que je suis à la bonne place, devrais-tu rester là ou je devrais déplacer en fonction de ce que je vais trouver. Dans ses explorations, il se rend compte qu'il y a un canard qui vient tous les jours, ce qui lui permet. Ouais, comme je disais, Justin, lui, il y a un oiseau, un canard qui venait tous les jours. Là, pendant qu'il explorait son territoire, il a remarqué que le canard venait tous les jours dans son territoire. Il se disait que ça allait être son garde-manger vivant. Là. Un bon canard, ça peut être 5 livres là, de viande là, facile là, à aller chercher, relativement facile à chasser, surtout dans l'état sauvage comme ça. Malheureusement, il l'a retrouvé mort en cours de route sur le bord d'un terrain. Fait qu'il avait le choix de soit scavenger, là, ramasser le cadavre, puis le cuisiner, puis le manger, ou s'en débarrasser. C'est un dilemme qui est assez particulier parce que en survie, là, en survie réelle, ils sont pas mal en survie réelle, 5 livres de viande, ça peut vouloir dire la mort ou la vie d'une personne là, quand c'est nécessaire. Malheureusement, un cadavre est pas mal moins safe à manger qu'un cadavre qu'on abat et qu'on mange tout de suite. Donc, pour lui, le dilemme était là, il était entier. Je garde-tu la viande ou je la jette? Puis si je la jette, m'avoir quoi comme viande alors que j'ai plus mon canard qui revient là, dans le secteur. Malgré tout,
les océans sont assez abondants là, sur la côte ouest de l'île de Vancouver. C'est pas un gros problème là, de trouver de la nourriture, mais est-ce que lui est prêt dans ce côté-là à aller chercher sa nourriture? Fait qu'à la fin, vers la fin de l'épisode, ben, il dit adieu au canard, puis il jette le canard là, dans l'océan le plus loin possible de son campement pour pas qu'il revienne de suite. Et puis il espère ne pas avoir pris la bonne décision. Je pense que oui, parce que si tu pognes une infection ou quelque chose à manger un cadavre de même, ben, ça se peut que tu te ramasses, que ça soit nocif pour toi, puis ben, ça va te faire taper out anyway. Donc, une bonne décision, je pense, qu'il a pris là, sa sécurité plutôt que la nourriture facile. Mais il ne sait pas depuis quand il est mort, puis de quoi il est mort, il était-tu infecté, blah. Un paquet d'autres affaires, ce qui fait que c'était mieux. Mike est un ancien instructeur Series, c'est-à-dire Escape and Evasion, là, les survies, évasion et résistance à l'ennemi. Pour les pilotes, une technique là, qui est enseignée, qui est la base des cours de survie de la majorité des militaires. Parce que c'est d'abord et avant tout les pilotes, quand ils tombaient en arrière des lignes d'ennemis, qui devaient survivre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipement. À part ce qui sautait avec eux autres, souvent l'avion se crachait, puis c'est tout ce qu'il y avait là, avec eux autres, tout ce qu'il y avait sur leur corps pour survivre. Donc l'aviation a toujours développé un cours de survie un peu plus appréciable, et toutes nos bases sont basées là-dessus, ça, puis la survie en mer. Lui, Mike, il est très connaissant au niveau des plantes aquatiques, donc il est prêt à manger là, des algues. Il y a un gill net qu'il va mettre dans les premiers 5 jours, puis qui va avoir du succès. Il va obtenir 3 poissons, il en mange, puis il va enterrer dans un frigidaire là, improvisé là, sous le sable 2 autres des poissons pour réserver pour le lendemain quand il va revenir à ce site-là. On ne l'a pas vu revenir, là, on le voit, l'épisode se termine où il est couché, puis il nous exprime qu'il se sent comme avec une pression là, sur le chest là, parce qu'il s'ennuie. Loneliness, l'ennui, l'isolation, ça c'est un autre ennemi là, de la survie. Là, quand ça te pogne, là, souvent c'est mortel. Là. Puis lui, il est susceptible de par son passé, c'est-à-dire son passé d'orphelin, où quand il était séparé de ses frères, il avait les mêmes expériences. Donc sa femme, il s'ennuie beaucoup de sa femme, puis sa femme pour lui c'est important, c'est comme son encre. Donc ça va le travailler. Puis là, je crois que pour lui, sa faiblesse va probablement être du côté de l'ennui, en espérant qu'il se reprenne et qu'il s'occupe. Pour ce qui est de la nourriture, il semble pas avoir trop de difficultés là, avec les seaweed, avec les algues là, qui vont lui donner certains nutriments. Randy, c'est probablement celui qui est le mieux établi, qui est plus dans son élément de survivaliste, là, si on peut dire, de survie basique, c'est-à-dire avec un minimum d'équipement, comment survivre des moyens primitifs, là, un peu plus comme un primitif. Il est très confortable, son camp a l'air d'être très complet. Il n'y a pas trop de difficultés là, avec la vie là, sous sa tarp. Là. Il est vraiment bien construit. Un abri dans lequel il y a son campement, son feu, puis son espace de vie en même temps. Là. C'est vraiment bien. Ça me semble vraiment bien, en tout cas. Il y a un feu tous les soirs, il le part avec sa ferrorod et ça va bien jusqu'à un fatidique soir qu'on voit à la fin de l'épisode où on le voit déposer la ferrorod à côté de lui pendant que le feu prend dans son fire bundle, là, dans son nid d'oiseau. Là. Et la ferrorod roule vers le feu, vers son trou de feu. Et il construit son feu carrément dessus. C'est le lendemain qu'il s'aperçoit qu'il ne la trouve plus, qu'il ne se souvient pas de l'avoir mis dans son pack-sac.
encore une fois, l'histoire se répète. Là, on a tendance à avoir des gens comme Joe Robinette l'année passée avait perdu sa ferrorod en l'ayant déposé quelque part et en ayant ramassé une pièce de vêtement qui avait lancé la ferrorod dans l'océan. Il va la chercher pendant plusieurs heures dans le fond du foyer, mais une pièce combustible comme ça, en dessous du feu, ben, assez combustée, si on peut dire. Là, elle a passé au feu et puis il n'y en a plus. Il n'en retrouve plus. Tous les contestants, tous les compétiteurs ont tous, en tout cas je pense, une rod de 5 pouces par 1 demi-pouce. Toute la grosse rod pour faire des feux. Je ne sais pas s'ils ont un trou dans la ferrorod elle-même, s'ils en ont un. S'ils en ont un, puis même s'ils n'en ont pas, une des premières tâches, en tout cas, sans les critiquer, on pense tous, tu sais, regarde, je vais prendre le temps, puis avec la fatigue, on fait des erreurs et c'est là que ça nous coûte. Puis ils ne pouvaient pas avoir des lanières de monter sur le rod tout de suite, donc il fallait qu'ils le fassent sur place. Et là est le problème, c'est que personne met de rod, prend le temps de mettre une lanière, ne serait-ce qu'un fil de pêche sur le ferrorod pour l'attacher à eux autres, pour ne pas la perdre. C'est un quick fix qui aurait pu se faire, tout le monde aurait pu le faire. Tout de suite en partant, dire, regarde, j'ai un trou dedans, je suis prêt à la monter. La première chose que je vais faire, me faire un collier dans lequel je vais l'avoir. Malgré qu'il aurait pu l'échapper pareil. C'est difficile à dire, c'est fun, nous autres on est en dehors, puis on regarde ça, on se dit qu'on aurait fait mieux, mais c'est pas une game de faire mieux ou pas de faire mieux, mais ça aurait pu être une alternative si chacun avait pensé à se faire une lanière puis à attacher la Moses de ferrorod dessus pour pas la perdre. Ça aurait pu les aider. Malheureusement, lui, c'est arrivé. Par contre, c'est un spécialiste des techniques primitives. Donc, il s'en va, il se fait un bow drill, une allume-feu à l'archet, donc par friction. Et ça va lui prendre 5 bonnes heures minimum pour réaliser son premier feu avec le système à friction. 5 heures, c'est long. J'en reviens même pas qu'il ait réussi. Là. Mais il a réussi 5 heures de temps. Là, le défi, c'est de garder son feu soit vivant, soit de maintenir le plus possible son charbon là, en vie pour qu'il n'ait pas besoin de continuer. Ouais, excusez, il a fallu que j'arrête pour brancher la caméra. C'est des longues vidéos, les faire dans les deux langues. Donc, Randy, après la perte de sa ferrorod, s'est résolu à faire du bow drill et il a réussi à faire son premier. 5 heures de temps, c'est long et c'est long. Ça m'aurait pris probablement le reste de la semaine, là, mais dans les conditions qui étaient sur le Pacifique Nord-Ouest, où tout est mouillé, c'est plutôt difficile. Donc, bravo à lui, c'est vraiment quelque chose de capoté là, qui a été capable de faire. Ça, c'est du québécois pour dire d'exceptionnel. Donc, il y a un feu. Là, il va rester à voir comment il va s'aider avec les prochains feux, puis à se maintenir ça. On a vu un petit bout de David. David qui est un peu plus philosopheur, qui a commencé à faire son premier vidéo, là, la première partie qu'on a vue, où il se fait une auto-analyse. Et puis après ça, on le voit décrire un peu son environnement, puis il décide que l'eau étant son réfrigérateur, ben, de commencer à pêcher. Malheureusement, il y a eu les premières pêches qu'il a faites, toutes ces lignes se sont emmêlées là, c'était du fil de plastique, du fil de nylon qu'il a trouvé, qu'il a récupéré sur la plage, ils sont autorisés à le récupérer. Il a décidé de faire une ligne avec plusieurs autres lignes secondaires pour pêcher à 4 hameçons. Malheureusement, il a perdu un des hameçons, puis les autres se sont emmêlés dans des algues, ce qui lui a donné aucun résultat là, au niveau des poissons, mais il est à sa 5e journée, il n'a pas trop mangé de ses rations, ou il y a peu de rations, donc il est à la limite, il a besoin là, de trouver de la nourriture, puis d'avoir du succès. Là.
Donc, il sait qu'il y a du poisson puisque ses appâts, des petits crabes, des roches de terre, ont été mangés. Par contre, il n'a pas réussi à capturer de quoi d'intéressant. Les autres qui ont mis des filets un petit peu plus intéressants parce que ça travaille un petit peu plus facilement, puis ça garde ta nourriture là, avec toi. La ligne a moins de chances de se casser, malgré que s'il y a un vent de tempête, les filets peuvent être ramassés. Ce qui fait que c'est on voit là, que les gars appliquent les techniques, puis que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien conçu, là, puis vraiment, ils vont développer là, la survie qu'ils veulent faire. Là. Moi, je suis impressionné par la qualité des compétiteurs cette année. L'effet un petit peu moins nouveau de la localité fait en sorte que ils sont un petit peu mieux préparés, on le voit. Ils sont déjà rendus une semaine plutôt que perdre la moitié des compétiteurs quasiment la première semaine. Puis on voit aussi que les gars sont un petit peu plus férus là, dans le domaine de la survie primitive, de la survie elle-même. Ou du moins il semble. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'ils vont nous faire vivre par l'intermédiaire de la télé là, les étapes de la survie tranquillement, l'établissement pour une plus longue durée. Souvent on s'entraîne pour 3 jours, puis avec quelques barres nutritives, on en a suffisamment, puis on pourrait passer au travers des 3 jours sans sortir là, sans difficulté, ce qui permet de tricher, si on pourrait dire, là, au niveau de la survie. Ils sont plus que 9. J'estime que Mary-Kate probablement ne finira pas le prochain épisode. Sa main va soit l'handicaper, ou soit carrément là, la faire taper out là, dans les minutes suivantes. On a arrêté, elle venait de se couper, puis elle avait l'air de paniquer un peu, ce qui nous amène à penser qu'elle a peut-être assez de problèmes là, que ça va lui nuire. Donc, d'après moi, là, oui, j'ai vu le 3e épisode, mais j'avais cette même idée-là avant. D'après moi, elle va quitter. C'est sûr que maintenant, je sais, mais inévitablement, une coupure de même sur la main handicape ta main, donc presque impossible là, de vouloir continuer. Tu as besoin de ta deuxième main. Ce qui fait que ça va être difficile là, de pouvoir permettre là, de continuer. J'ai pas l'impression qu'elle va être capable de se réparer assez pour pouvoir continuer. Fait que, à suivre. Donc, c'était la couverture des 2 premiers épisodes. J'essaie de faire des vidéos le moins long possible. Je regarde le temps qui s'écoule dans ma caméra et puis je pense que j'ai parlé une bonne quinzaine de minutes. On va voir ce qu'on va pouvoir couper au montage pour vous donner un aperçu des épisodes. Il me reste l'épisode 3 et 4. La 4, je ne l'ai pas vu du tout. La 3, je l'ai vu. L'épisode 3, on va la décrire rapidement. Et puis l'épisode 4, on va voir ce qu'on a. Je les réécoute toujours au moins une deuxième fois. L'épisode-là, je vais le faire directement à l'épisode 4 parce que j'arrive à temps. Je vais essayer de vous sortir la vidéo cette semaine, puis la semaine suivante. Ça va être difficile. Le timing là, de disponibilité puis de traitement des vidéos. J'en traite 2 à la fois. Si je passe 7 heures à traiter une vidéo. Si je passe 7 heures à traiter une vidéo, il faut que je mette un autre 7 heures pour traiter la seconde. Donc, c'est assez consommant là, au niveau du temps. Mais, on va essayer de vous donner ça. Fait que, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis que c'est des vidéos que vous aimez. Vous allez cliquer le bouton like, vous allez partager, puis vous allez souscrire. Là, dites à vos amis qu'on est sur YouTube, puis qu'on est prêt à ce qu'ils viennent voir nos vidéos, puis que ça nous fait plaisir si en plus ils s'abonnent, puis qu'ils partagent la vidéo. Ce qui fait que sur ce, on vous revoit dans le prochain vidéo. Probablement la prochaine vidéo va être la prochaine critique des 2 autres épisodes. À plus tard.